Et maintenant, nous allons passer à la deuxième séance en ce qui concerne les technologies. Et j'aimerais présenter en fait nos chercheurs, le professeur Alexis Clot en fait et aussi notre collègue du Sénégal. Et je vais vous passer la parole à ce niveau. Merci beaucoup. Et j'aimerais donc vous remercier en disant que c'est un projet très important dans les communautés. C'est un travail que nous avons accompli avec les institutions au niveau régional et national. Et je vais partager donc certaines images et 6 points. Mais avant cela, j'aimerais dire que c'était aussi une opportunité pour nous de comprendre ces différentes questions par rapport donc aux préparatifs qui ont été faits auparavant et comment ils ont été utilisés et comment ils étaient pertinents à ce niveau dans cette pandémie. Et ces points sont importants, viennent d'analyses en ce qui concerne les collègues qui ont partagé leur présentation. Et le premier était en fait l'intervention technique à ce niveau euh, par rapport à ces questions. Et en ce qui concerne donc des histoires récentes, en ce qui concerne ces différentes questions par rapport à l'Ebola et par rapport et à ce niveau, ceci est très important. Et l'importance de la technologie à ce niveau et par rapport aux prochaines vagues et donc par rapport aux différentes vagues et aux interventions et la manière dont on répond aux défis auxquels on est confronté. Nous avons eu le document donc après l'épidémie de l'Ebola en Afrique de l'Ouest et on a observé comment les réponses étaient apportées à ce niveau. Et ceci est important. Et ceci nous permet de voir comment ceci, à ce niveau, est important par rapport aux militants. Et le troisième point, c'est en fait la bonne gouvernance à ce niveau et par rapport aux idées, par rapport aux pratiques. C'est un assemblage au niveau des pratiques et au niveau régional. Et dans ce projet, et cela était important par rapport au niveau régional et par rapport donc à l'Afrique et par rapport en fait aux bureaux qui sont revus pour l'OMS en Afrique. Et ceci est important par rapport aux différentes couches et à la dynamique qui étaient liées au pouvoir et aux mesures à prendre et aux changements qu'il fallait apporter par rapport à ces questions. Mais cela est fait qui nous permet en fait de voir l'expérience par rapport à ces questions et comment l'expérience est importante par rapport à ces différentes questions et par rapport à ces questions au niveau scientifique et quelles sont les questions importantes. Un autre point, c'était le concept du vaccin et de l'anxiété que l'on a vécu par rapport à ce qui a été vu et à l'hésitation par rapport au vaccin, comme on l'a vu en Ouganda, et en fait la question de la confiance, parce que ce qui est important, c'est de voir comment les changements d'attitude se sont faits par rapport au vaccin, par rapport au contexte, mais par rapport aussi à la situation de la pandémie. Par exemple, par rapport, le vaccin était là, il n'y avait pas d'hésitation, mais il y avait un refus total. Et puis après, durant la vague, nous avons vu qu'il y a eu une demande pour le vaccin. Les personnes ont changé. Et ce n'est pas uniquement la question négative, mais la question positive de changement d'attitude qui était importante. Ainsi,
nous avons vu en fait la question d'incompréhension par rapport à la pandémie et des fausses nouvelles, les fake news. Et quels étaient ces problèmes en ce qui concerne ces différentes fausses nouvelles par rapport à l'information générale? Donc, on aille du niveau local au niveau mondial. Et l'idée était tout à fait importante par rapport à ces questions, par rapport à l'articulation à ce niveau et par rapport aux représentations. Et nous avons vu à ce niveau qu'il y a en fait beaucoup d'informations qui sont en fait nous donnent en fait une idée très claire de la situation. Et puis il y a eu l'idée en fait de la diversité et ceci est très important. Il y a deux tendances par rapport donc à l'innovation à ce niveau dans les communautés. En fait, la crise est une opportunité pour changer les choses et il y a en fait peut-être des interventions extérieures, mais aussi des interventions au niveau intérieur pour faire changer les choses et c'est quelque chose d'important. Je suis très heureuse de présenter mes collègues qui vont en fait travailler au niveau de ces questions. Nous allons avoir le docteur Esther Kowa, donc, qui travaille à l'université de Wageningen aux Pays-Bas, et puis la professeure Grace Keller, qui est professeure associée à l'université de Goulou, le docteur Koudia, qui va parler en français, qui travaille au Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge à Dakar, et puis une vidéo de Laurence Babao, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui et qui est un membre de ce comité STAGE en Sierra Leone et qui travaille à l'université Najla au Sierra Leone. Et maintenant, je passe la parole à Esther. Esther, merci beaucoup. Je ne vais pas en fait répéter mon nom, ça ne vaut pas la peine de le dire. Et je crois qu'on en a parlé. Je fais une recherche anthropologique en Sierra Leone et j'ai essayé de comprendre en fait quelles étaient les réactions par rapport au vaccin de la COVID-19, pas en tant que vaccin, mais aussi par rapport à l'hostilité de ce qui se passait par rapport aux produits et tout ce qui s'est passé en fait dans l'histoire récemment. La vaccination, en fait, n'est pas une idée nouvelle pour les Africains et par rapport donc à ces questions. Et c'est important. Il faut voir comment nous allons travailler à ce niveau. Et il faut voir donc quelle est l'importance, vacciner ou pas vacciner. Mais la COVID-19 a fait poser des questions et c'était un défi institutionnalisé par rapport à la compréhension des choses et par rapport à la proposition de vaccination. Et durant la vie de nos différentes personnes et informateurs, euh, nous avons vu quelles étaient les campagnes de vaccins pour en fait, les adultes plus âgés et les enfants étaient exclus. Et en fait, les gens étaient extrêmement inquiets. Mais ceci était important par rapport à ces questions que nous avons évoquées. Et il est important de voir donc comment on peut changer les choses par rapport aux attitudes. On a compris donc les traditions par rapport à certaines questions, par rapport aux hommes politiques, par rapport aux réactions et par rapport à la question aussi de l'empoisonnement par la nourriture. Puis nous avons en fait des questions très importantes de marketing et cela et nous avons à comprendre donc quelles sont les différentes pratiques à mettre au point par rapport à la médecine scientifique euh, et ceci à ce niveau par rapport à ces questions, par rapport aux questions et il faut voir comment nous allons travailler par rapport à ces questions et aux Africains euh, à ce niveau.
Donc, il fallait voir que nous voyons dans les années qui sont nécessaires par rapport au vaccin. Et il faut voir donc comment, en ce qui concerne la question historique, et voir comment nous allons travailler. Il y a en fait toutes les suspicions qu'il y avait par rapport aux Africains et par rapport aux questions. Les personnes avaient des difficultés de reconnaître la COVID-19 comme maladie différente par rapport aux autres infections respiratoires, mais il y avait aussi toutes les règles qui avaient été mises en place par rapport au statut de maladie et pandémie, comme celles qui avaient été mises en place par rapport à l'Ebola, et les gens avaient beaucoup de difficultés. Et notre conclusion est la suivante, c'est que les campagnes de vaccination doivent être mieux intégrées dans l'histoire locale et amener à une compréhension des communautés à ce niveau, en particulier à ce niveau par rapport à ces questions et par rapport donc à ces questions donc, où on peut donner une meilleure explication aux citoyens. Merci beaucoup, Esther. Maintenant, on va passer la parole à Grace Akello. Merci beaucoup, Alice. Merci de m'avoir invité ici en Ouganda. Donc, j'ai fait une étude dans le district de Kampala et dans le district de Kapsese aussi. Et dans ces districts que j'ai analysés, nous avons parlé aux villageois, aux cliniciens, avec les forces en place au niveau des districts, et j'ai travaillé avec les cliniciens par rapport à ces différentes questions. J'ai parlé donc aux membres au niveau national par rapport aux centres nationaux, qui est un bureau qui a été mis en place pour répondre à ces situations d'urgence que nous avons vécues et par rapport aux catastrophes dans le pays. Dans les 21 mois de cette étude ethnographique, nous avons en Ouganda compris que c'était important par rapport aux différentes questions et aux assistances qu'on a fournies aux organisations et de permettre de trouver une solution par rapport à ce confinement et par rapport à la Croix-Rouge, à l'OMS et à tout. Et donc, il y a une étude qui a été faite en 2021 et ce que j'ai découvert par rapport donc aux contentions, et il y avait beaucoup de contradictions par rapport au confinement et en fait des relations inégales dans la manière dont on traitait les personnes par rapport aux contradictions, donc par rapport aux vidéos donc, de la COVID où les cliniciens demandaient de savoir s'il fallait recevoir un vaccin pour une maladie qui était assez modérée et asymptomatique en Ouganda. Mais d'un autre côté, les partenaires nous ont demandé la question comment en fait on pouvait avoir un accès à ce niveau du vaccin. Et cette question leur a permis de faire une campagne pour la COVID-19. Et dans la campagne, nous avons vu donc que le vaccin était en fait extrait de la chaîne Lombardi. Et donc, on les emmenait en fait dans les hôpitaux pour voir, pour être vaccinés. Mais malgré cela, le vaccin serait donc amené dans les espaces sociaux. Et là, les parties tiers ont contesté où dans les plaines de jeu, les gens seraient encouragés à prendre le vaccin. Mais c'est en fait quelque chose qui était très bizarre pour les personnes par rapport donc aux réponses du vaccin. Comme mes collègues l'ont dit, c'est l'expérience qui est importante à ce niveau. Et en ce qui concerne ces questions, par rapport à ces questions, par rapport à ces encouragements, et il y avait en fait la question de la distance, de l'anxiété,
Et ceci est important à ce niveau. Le vaccin, même s'il venait d'une technologie de pointe, nous permettait de voir comment nous allions travailler par rapport à la maladie. Ceci est important, voir comment l'accès à ce vaccin était important. Comment nous pouvons en fait engager des communautés à ce niveau par rapport à ces questions, par rapport aux perspectives intégrées et par rapport à ces différentes réactions qu'on avait dans la pandémie. Comment pouvait-on contourner certains obstacles? Et je peux dire que les cliniciens ont eu des difficultés par rapport aux réponses apportées aux certaines attitudes de la COVID-19 et de voir que par rapport au task force dans les hôpitaux, ils ont parlé d'approche non traditionnelle par rapport aux patients asymptomatiques. Et donc, on les cloisonnait pendant 14 jours en quarantaine. Et le problème, c'est qu'on a un manque d'équipement dans le secteur de la santé chez nous. Et malgré en fait, les problèmes en fait, de personnel qui nous manquent, et c'est une approche clinique qui était assez critique au minimal par rapport donc, à ces différents confinements. Et jusqu'aujourd'hui, les cliniciens étaient très sceptiques par rapport aux mesures qui étaient prises et jusqu'où, en fait, ceci est important par rapport à la santé mondiale et par rapport donc à la pandémie. Ainsi, dans cette étude, nous avons découvert beaucoup de contradictions à ce niveau et une corrélation par rapport aux choses et par rapport aux réponses à ce niveau. Et nous avons vu que ce qui est très important par rapport à ces questions, c'est que, en fait, tout cela est très contradictoire à ce niveau et j'aimerais vous remercier à propos de cela. Merci, Grace. C'était très intéressant. Nous allons écouter Goudiasso à Dakar. Merci. Je voudrais remercier les organisateurs de me donner la parole pour partager les résultats de notre travail, de l'enquête que nous avons menée au Sénégal sur l'analyse de la réponse et de la préparation des épidémies au niveau du Sénégal et au niveau des instances régionales. Donc d'abord, je vais partager avec vous les quelques éléments de la réponse, 4 points de la réponse au COVID qui ont marqué la réponse au COVID. Le premier point, c'est quelles ont été les attitudes des populations. Au Sénégal, les populations ont d'abord adhéré aux mesures de santé publique dans un contexte où elles ont eu très peur de l'épidémie à COVID. Et puis, elles ont accepté les mesures de restriction de santé publique qui ont été promulguées. Et puis, très vite, les conséquences de ces restrictions ont été incompatibles avec des personnes qui travaillent essentiellement dans le secteur informel. Donc, les populations se sont progressivement révoltées et ont refusé d'adhérer aux mesures de restriction. Le deuxième point, c'est le système de santé. Le système de santé a été, dès le début, assez résilient avec l'expertise qu'il a eue sur la gestion de l'épidémie de COVID et de l'épidémie d'Ebola et du VIH. Et cette résilience, petit à petit, s'est essoufflée parce qu'elle a été dépassée par les capacités de réponse aux épidémies, notamment avec d'augmentation de cas compliqués qui nécessitaient des équipements sophistiqués dont qui n'existaient pas, notamment tout ce qui était la réanimation des cas compliqués. Le troisième point, c'est la gouvernance. Ce que nous avons appris, cette épidémie a été placée dès le début sous une approche, sous une tutelle politique et biomédicale, avec une institutionnalisation des décisions qui ont été prises parfois en haut et up-down, sous le modèle up-down, et parfois qui étaient en déphasage avec les réalités telles qu'elles étaient vécues par les acteurs, les populations. Et avec le souci des gouvernements de contrôler les informations épidémiques,
Et on a vu apparaître des formes de nationalisme sanitaire où finalement les organisations internationales de la santé ont eu assez peu d'influence. Le quatrième point, c'est la mobilisation communautaire. Globalement, la mobilisation communautaire, elle a été tardive et insuffisante, malgré une participation précoce des populations qui se sont souvent elles-mêmes auto-organisées et dans un contexte de multiplication de multiples informations et d'infodémies, qui les ont amenés finalement à mettre en place dans les médias des espaces de démocratie sanitaire où les gens pouvaient s'exprimer publiquement, y compris des efforts. Et cette mobilisation, cette insuffisance de la mobilisation communautaire a conduit, dans un contexte où la population était assez méfiante vis-à-vis du vaccin, à finalement faire que malgré s'il y a eu des fluctuations sur la vaccination, comme on a parlé Alice tout à l'heure, in fine, le Sénégal a l'un des taux de vaccination les plus faibles qui pourraient être liés à cette insuffisance de la mobilisation communautaire en partie. Et donc, quelles sont les implications en termes de préparation des épidémies? Ce que notre travail nous montre, c'est que d'une part, il y a eu une augmentation de la perception du risque épidémique. Cette épidémie a mis en avant l'importance d'une bonne préparation parce que le système de santé a été globalement impréparé par rapport à cette épidémie-là. Mais un élément qui nous ramène à la nécessité d'un renforcement du système de santé avec plusieurs dimensions en termes de ressources humaines, en termes d'équipement, mais aussi en termes d'implication du système communautaire. On a beaucoup parlé des systèmes communautaires et là, cette épidémie aussi nous rappelle et nous a rappelé la tendance des États à venir avoir cette gestion biomédicalisée avec une insuffisance d'écoute sociale. Nous sommes heureux que l'OMS parle maintenant ne parle plus de surveillance communautaire, mais ne parle d'écoute sociale et que cette écoute sociale, qu'elle soit mise en place au cours des épidémies et qui permettent d'analyser aussi les comportements, les perceptions des populations tout au cours des épidémies. En termes de préparation également, on a vu les limites du dispositif institutionnel de coordination qui est basé sur l'urgence sanitaire. Souvent, au Sénégal, ce sont les dispositifs d'urgence sanitaire qui ont, dans un premier temps, coordonné les épidémies. Or, ces dispositions d'urgence sanitaire ne sont pas suffisamment en faille en rapport avec ceux de la coordination du système de santé. Donc, la préparation aussi, c'est revoir les dispositifs institutionnels. Et je voudrais terminer sur le dernier point, sur les mesures exceptionnelles, l'importance, parce qu'en termes d'épidémie aussi, c'est préparer des mobilisations financières, des mobilisations sociales et qui nécessitent la possibilité pour les systèmes de santé d'avoir des mesures, la capacité de mobiliser des dispositifs exceptionnels, notamment autour de la vaccination des adultes en capitalisant les expertises sur le VIH, sur Ebola, des autres pays qui n'ont pas été suffisamment utilisés pendant cette épidémie. Je vous remercie. Merci, Koudia. Oui, c'est un grand défi, la technologie et la réponse. Et maintenant, Laurence Babao va nous entretenir sur ce même problème et on va écouter la vidéo. Je m'appelle Laurence Babao. Je suis membre du projet de préparation à la pandémie, également membre du groupe consultatif scientifique et technique pour les urgences qui a été nommé par le président Jumobu le 23 avril 2020 pour le conseiller et les interventions COVID. En tant que membre du groupe consultatif scientifique et technique pour les urgences, nous avons un large mandat
Et ce mandat consistait à fournir des conseils scientifiques en temps réel et des informations sur la recherche et les interventions technologiques de pointe afin d'informer sur les activités du COVID-19 pour COVID-19. Et puis, nous avions aussi un objectif qui était de conseiller sur la prévention et l'atténuation de l'utilisation d'interventions solides de santé publique pour atténuer la propagation des infections de COVID-19. Quelle a été notre approche? L'une des approches que nous avons utilisées était une réunion hebdomadaire, et dans ces réunions, nous analysions les données qui ont été présentées par les différents piliers et ensuite, sur cette base, nous pouvions informer ou conseiller le président euh, au groupe de travail présidentiel. Nous avons parlé de vaccination. Il y avait beaucoup de théories de conspiration autour de la vaccination, mais nous avons essayé de conseiller le gouvernement sur la façon de disperser certaines de ces théories de la conspiration. Par exemple, quand nous avons eu ça, les gens ont dit « Oh, c'est ça, les gens sont venus avec cela, leurs hésitations. Des médicaments pour tuer notre peuple, pour rendre les gens importants et ce genre de choses. » Donc, nous avons suggéré au gouvernement de conseiller ce qu'il fallait faire dans ce domaine. Ensuite, la durabilité. Nous avons envisagé un renforcement des capacités. Nous avons souligné que le personnel devait être formé, que l'infrastructure devait être améliorée et que l'équipement ou les installations que nous sommes censés utiliser pour la coopérative doivent être disponibles à tout moment. Et puis, nous avons réalisé aussi le fait que chaque épidémie est sans appel sur la recherche. Nous nous exerçons sur la recherche et il y a des organisations pendant le COVID qui ont effectivement travaillé là-dessus et certains des résultats de cette recherche ont pu informer notre conseil les conseils que nous avons donnés au gouvernement. Étant membre du projet Pandemic Preparedness Pro et étant également membre du groupe consultatif technique scientifique ou des urgences que nous utilisons, nous avons certains outils, certaines mesures, la quarantaine par exemple, et nous avons discuté de ces choses-là à un niveau très, très étendu et nous conseillons le gouvernement sur ces questions. Même les fermetures sont censées être faites de manière à ne pas affecter le gagne-pain des gens et utiliser les dirigeants locaux pour influencer les populations et nous avons découvert dans le projet de pandémie utilisé par l'État qu'il fallait informer le gouvernement et les populations. Voilà donc quelques-uns des problèmes que nous avons rencontrés. Merci de votre attention. Et maintenant, nous allons écouter Fred Martineau, qui est chercheur dans l'école de médecine tropicale. Et ensuite, nous allons passer aux discussions. Merci beaucoup. Je vais introduire quelques points pour la discussion. Nous avons professeur Anne Kerley, professeur d'anthropologie et santé mondiale, docteur Tierno Baldé, professeur à l'Université de Montréal et le responsable au niveau régional de COVID-19 et Dr. Julienne Gandanoko, socio-anthropologiste au point focal social des sciences et communication de risque, et Dr. Cathy Ross, qui est aussi chercheuse principale et conseillère à la santé. Nous avons 5 minutes pour chaque discussion. Je vais vous interrompre si vous voulez bien, si vous dépassez le temps qui vous est imparti. Et Anne, veux-tu commencer? Merci beaucoup, Fred. C'est un plaisir d'être là et je veux féliciter les présentateurs pour leur clarté et
pour disséminer des informations absolument défiantes. Il y a quelques points que j'aimerais évoquer. Et le premier, c'est comment les présentations soulignent l'importance de l'anthropologie en se focalisant sur les styles culturels. Et donc, ceci est important. Le sens de l'anthropologie, c'est révéler la culture des autres et leurs croyances. Et en revenant à l'épidémie d'Ebola avant la COVID, et les compréhensions anthropologiques ont été importantes parce que les communautés affectées avaient des pratiques médicales ancestrales et il fallait que les anthropologues puissent les comprendre. Et ce consortium est très important pour relier tous les acteurs. Et pour comprendre le sens de cette logique universelle, il y avait, est-ce que les préoccupations étaient raisonnables, la sûreté des produits, et nous avons partagé ça au niveau mondial. Et le changement de pouvoir pendant la pandémie ne se réfère pas à un certain nombre de personnes, mais ça implique aussi une dynamique sur le sens de certains termes. Et deuxièmement, et je pense que quelques présentations l'ont mentionné, le raisonnement est très souvent façonné par la politique et l'épidémie est un événement critique, volatile, qui polarise certaines forces à un certain moment. Dans la santé publique, il y a déjà des défis assez complexes dans les meilleures circonstances. Quand il y a un événement critique, alors il y a vraiment des menaces. Et l'importance dans la discussion de ces présentations, le moment exceptionnel des événements critiques et qui sont intégrés dans la vie de tous les jours, dans les mécanismes de réponse de santé publique. Et ceci nous permet de voir les réponses exceptionnelles lors des épidémies. Et ce groupe a produit un document sur la préparation concernant les vaccins et comment les populations sont prêtes à recevoir ce vaccin et travailler en amont pour pouvoir préparer la population. Ceci fait partie de la réponse et avoir la confiance des personnes et leur engagement pour répondre à leurs soucis de comment le vaccin a été produit si rapidement. Et il faut aider aussi à ce changement de pouvoir à partir d'en bas. Et donc, je voudrais aussi mentionner les défis de ce travail. Ceci m'a frappé parce que je suis dans la médecine tropicale et globale. Et pendant la COVID, le type d'engagement critique des scientifiques et les données épidémiologiques et les implications sociales de ces interventions. C'était un travail très dur et il fallait avoir la solidarité et du soutien. Et nous avons perdu nos centres sens critique, on ne savait plus quoi dire. Et ceci est un travail très défiant, très difficile. Comment construire l'empathie avec les populations et en même temps essayer de sauver des vies et de soutenir les systèmes de santé pour les renforcer et les faire exécuter la bonne réponse. Et ce projet, cette plateforme, c'est une masterclass et ce n'est pas seulement le changement de pouvoir de la pandémie à partir d'en bas, mais c'est aussi de créer des réseaux entre les différents opérateurs et développer le travail scientifique qui vous permet d'apporter une réponse en cas de pandémie.
Merci beaucoup, Anne. Et le temps est aussi un défi pour nous. Tin, merci beaucoup pour cette opportunité. Je vais parler français pour équilibrer le de pouvoir intervenir dans ce débat-là. Il y a eu beaucoup d'échanges, je trouve ça extrêmement enrichissant. Le principal point ici que je voudrais peut-être mentionner d'abord pour commencer, c'est l'importance que vous essayez de rapporter sur les sciences un peu sociales et puis anthropologiques, donc dans la gestion des urgences de santé publique. En vous écoutant, je veux me faire un peu l'avocat du diable en se demandant qu'est-ce qu'on peut faire différemment par rapport à tout ce que l'on a entendu. Et ça, je pense que ça, c'est une question importante. Souvent, on a tendance à se dire, OK, il y a telle chose qu'on n'a pas faite ou il y a telle autre chose qu'on n'a pas faite. Moi, je travaille beaucoup plus dans les opérations, donc dans les choses du jour au jour. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent dans les conditions que l'on sait, dans l'incertitude que nous avions donc dans cette COVID-là 19 et dans ce que nous savons un peu, dans les conditions que nous avions. Donc ça, je pense que c'est vraiment une question fondamentale parce que j'écoute beaucoup les présentations des sociologues, des socio-anthropologues, et on se pose souvent la question, on doit faire ci, ça. Mais dans la réalité, dans l'action exactement, dans la réponse, je ne parle pas de la préparation ici, dans la réponse, qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire, qu'est-ce que l'on peut changer différemment? Je pense que c'est une question, je n'ai pas tant que ça la réponse, mais je pense que c'est une question vraiment qui est importante, qui mériterait vraiment que l'on puisse s'attarder là-dessus pour se dire, peut-être une meilleure préparation nous devrait passer en répondant à cette question-là. Le second point un peu que je voudrais mentionner, toujours en lien un peu avec la dimension temps. On sait très, très, très bien le temps que ça prend quelque part pour changer des comportements, pour comprendre des comportements. Donc, qu'est-ce que l'on prend comme temps dans des phénomènes où les gens meurent à tous les jours, où on a peur que les gens meurent à tous les jours. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire véritablement, une fois de plus, là aussi, pour agir sur ces éléments-là? Peut-être que la collègue qui a intervenu auparavant, peut-être qu'elle a soulevé des enjeux importants. Comment est-ce qu'on fait ça en différentes crises, en différentes pandémies? Peut-être qu'on accélère la préparation. Mais toute chose étant différente. Quand Ebola est arrivé en 2014, en Afrique de l'Ouest, c'était la première fois, les gens ne le savaient pas. On était tous perdus. Avec la pandémie de la COVID-19, on était aussi tous perdus. Donc, ce degré d'incertitude-là, je pense que ça, vraiment, il faut qu'on le prenne vraiment en considération et qu'on se dise, si on veut être le plus réaliste pour la prochaine fois, il faut qu'on accepte de gérer avec cette incertitude-là. Donc, et peut-être un des derniers points, peut-être qui pourrait davantage dessiner un peu une espèce de solution ou d'avenue, c'est peut-être vraiment ces ponts-là qu'on devrait bâtir. Moi, je vous écoutais tout à l'heure, j'entendais beaucoup de choses, je promets beaucoup le home-based care et tous ces différents éléments-là, mais je vois ici les effets. Toute chose a toujours des implications. On essaie de les retrouver, ces implications-là, et peut-être qu'on apprend de ces implications-là. Mais moi, j'y crois fermement. Mais comment peut-être qu'on doit accroître davantage ce dialogue-là? Donc là, je ne sais pas très, très bien cette communauté qui est là. C'est une communauté peut-être de socio-anthropologues, une communauté peut-être de médicaux, d'agents de santé publique qui travaillent à tous les jours. Peut-être que si on s'écoutait un peu plus, si on s'entend un peu plus, probablement on peut essayer de trouver donc des solutions quand les choses arrivent. Parce que c'est de là où on a besoin des solutions. Ce n'est pas les solutions peut-être a posteriori, probablement, qu'on a souvent du mal après à mettre en œuvre. Donc, je pense que c'est une problématique extrêmement complexe. C'est un débat qui commence, les gens commencent à se connaître, les gens commencent à s'entendre, l'approche biomédicale, l'approche sociale et tout cela, les gens commencent à se comprendre un peu plus, mais il y a énormément de travail à faire dans ça. Il faudrait peut-être qu'on accepte tous de sortir un peu de nos différents coins et peut-être venir ensemble pendant que les choses se passent, discuter ensemble, voir les difficultés, voir les complexités et les adresser pour que peut-être les solutions qu'elles viennent vraiment de nous tous en tant que tels pour pouvoir les adresser. Donc, voilà, je vais me limiter à là et puis je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à cette rencontre. Merci à vous.
Merci beaucoup. Tu as soulevé des points intéressants. Nous essayons tous de nous attaquer aux questions de temps et d'organisation. Et du point de vue des anthropologues, ceci est très important de voir comment on peut engager les personnes qui parfois ont besoin de prendre les choses lentement, mais ceci est une urgence qui exige que le temps s'accélère. Merci beaucoup, Julienne. Merci, Julien. Oui, je pense que savoir comment intégrer tout cela dans une réponse synthétique est très important. Et finalement, pour cette discussion, nous avons Catherine Ross. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer que je ne suis pas une scientifique sociale. J'ai travaillé pour la santé mondiale et j'ai été très affectée et
impressionné de la variété de perspectives et comment certaines questions ont été, même simples questions, ont été expérienciées différemment par différentes personnes. Et cette question qui est ressortie, les mesures, les interventions, les réponses qui ne sont pas adaptées aux conditions locales parce qu'on n'a pas essayé de les comprendre, et des orientations cliniques adaptées, des orientations globales, mais il faudrait savoir comment les adapter aux communautés affectées. Comment écouter la voix de la communauté pour informer la préparation, pour la réponse immédiate. Et quand il y a des événements tellement difficiles, comment pouvons-nous enraciner, ancrer ces réponses dans ce qui est familier, et on commence du point de la compréhension. On parle de technologie et les points soulevés par les orateurs précédents, et je vais tenir compte de ce qu'ils ont dit, et je note le commentaire du fait que les vaccins et les outils de diagnostic ne sont pas neutres, surtout quand ils sont appliqués dans un contexte historique particulier. Et nous avons entendu parler des vaccins et des soins cliniques, mais on a parlé assez peu de diagnostic. Et le diagnostic est très important pour la préparation. Et je pense en particulier du côté des diagnostics, quel type de technologies sont nécessaires et quelles sont celles qui sont disponibles pour ce travail de diagnostic pour faire face aux réponses en cas de crise. Nous avons les systèmes de recherche et développement qui peuvent intervenir, mais nous avons besoin, et parfois on n'a pas les éléments nécessaires pour la sélection des technologies et faire en sorte qu'elles sont utilisées pour résoudre des problèmes qui sont identifiés comme des problèmes locaux, pour qu'ils soient familiers et qu'ils puissent s'identifier quand un événement peu familier se présente. Et les derniers orateurs ont mentionné la nécessité de recadrer la surveillance, parce que c'est une approche qui peut informer du bas vers le haut, et qui parfois ne protège pas tellement la communauté. Au niveau de la communauté, ce qu'on voit maintenant au moment immédiat, et en référence à ce qu'on a vu dans le passé, si nous avions eu des diagnostics disponibles pour des maladies auxquelles les communautés font face régulièrement et qui sont faciles à utiliser par des acteurs non spécialisés, on aurait peut-être une meilleure idée de ce qui se passe, de ce qui est normal, ce qui est anormal, et les personnes auraient plutôt confiance dans ces diagnostics parce qu'elles savent qu'ils ne sont pas utilisés seulement pour un événement qui est disruptif ou qui est effrayant au niveau politique. Et ceci est possible avec les technologies actuelles. On peut sélectionner les choses qui ont une valeur commerciale, mais les communautés doivent pouvoir déterminer pour elles-mêmes ce qui est nécessaire, quels sont les produits dont elles ont besoin. Et ceci, comment cela peut-il être évalué? Il y a une autre question concernant ce qui est nécessaire pour les recherches. Qui va générer les questions qui guident la recherche? Et il faut prendre les choses qui sont générées à distance plutôt
qu'exprimer nos besoins et la production et accès au travail nécessaire au niveau local pour les problèmes locaux. Et nous avons des événements exceptionnels et on a besoin d'une réponse, comment évaluer la protection et les valeurs. Et nous n'avons pas pu considérer. Oui, c'est la dernière question. Nous avons entendu parler de l'impossibilité d'introduire des interventions de santé publique, la question d'accès aux approvisionnements en nourriture, comment avoir un processus continu dans la préparation et pouvoir avoir cette protection tout au long de l'intervention. Il nous reste 5 minutes pour les questions, évidemment, ce qui est très peu. Et je vais donc démarrer à ce niveau. Donc, par rapport à ces questions, c'est Yara, en fait, qui nous parle, en fait, de ces questions par rapport au cas que l'on a eu, en fait, de la Sierra Leone. Est-ce que vous avez vu, en fait, quelles étaient les questions, en fait, d'épidémie dans le pays par rapport à l'abandon des moyens que l'on... Est-ce que vous pourriez, en fait, partager votre opinion à ce niveau? Parce qu'en fait, on a parfois abandonné les pays. Esther, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Je dois allumer mon micro. Merci beaucoup pour la question. Elle est très intéressante. Je dirais que ceci est important par rapport à ces questions et par rapport à ces différentes choses dont nous avons parlé. Et si cela est important, est-ce que Marion est là et est-ce qu'elle pourrait nous aider? Hello, hello. Oui, je suis là. Et ceci en ce qui concerne l'Ebola et en fait les recherches qui ont été faites par rapport à ces questions. Il faut voir donc quelles sont les questions par rapport à Ebola, parce qu'il y a eu en fait différentes questions à ce niveau que nous avons évoquées par rapport à tout ce qui se passait sur le terrain et par rapport au Covid et par rapport au gouvernement, à la manière dont ils ont réagi et par rapport à ces questions. Et ceci, à ce niveau, par rapport au fait qu'on n'a pas d'argent dans le pays. Et donc, toutes ces choses qui étaient une adversité, on a pu les résoudre quand même. Et donc, on y est arrivé grâce à la communauté. Et donc, c'est vrai que c'est important. Et Fodé, oui, si je peux commenter à ce propos. En ce qui concerne Ebola, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi par le pays. Donc, pour pouvoir se battre cette pandémie, ce problème de la propagation d'Ebola. Et nous avons dû comprendre beaucoup de choses à ce propos. Il fallait trouver des stratégies, voir comment on pouvait en fait travailler à ce niveau par rapport à ces questions, par rapport aux politiques, par rapport au pouvoir et par rapport aux stratégies qu'ils allaient mettre en place. Et en fait, voir comment cela était important et quelle était l'introduction à ce niveau. Et donc, par rapport aux problèmes d'engagement, par rapport au niveau global, par rapport aux questions dont été entreprises à ce niveau, par rapport aux différents problèmes et systèmes que l'on a mis en place et par rapport à ces questions, voir comment on pouvait trouver une solution par rapport aux organes qui intervenaient. Et je crois que ceci est important par rapport aux différents domaines où on intervenait. Et je crois qu'on a vu donc tous les problèmes à ce niveau. Et nous étions très heureux en fait de voir que ceci était important
mais en fait, on avait des vies qui étaient perdues à ce temps-là, et nous ne pouvions pas, en fait, aller plus loin. Il fallait voir comment on pouvait investir de l'argent et comment comprendre comment on allait, en fait, travailler dans les débats à ce niveau. Pour les voilà. Et donc, on en a bien parlé. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été fait, et ça, vous avez dit, parfois, ce sont les laboratoires qui poussent à l'apparaître. Et c'est la question de l'argent à ce niveau. Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de passer la parole à d'autres personnes. Et je suis désolé, Esther, merci beaucoup. Nous n'avons plus de temps pour les questions. On peut répondre dans la messagerie, le chat. Et on va passer donc directement au dernier intervenant, M. Luc, qui va donc terminer cette séance. Donc, Mélissa Luc, nous avons eu deux sessions importantes par rapport à ce qui se passe à ce niveau, par rapport à ce que l'on a vu au niveau régional, aux différents niveaux, et ce que l'on voulait faire à ce niveau, c'est avoir une séance d'inspiration et voir comment dans le futur, on peut en fait avoir une interconnectivité par rapport aux mesures à prendre. Et je passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît.